Deuxième partie de la conférence de ce mercredi 21 mars. Ça passe tellement vite. Emmanuel Duchesne, que dire d'Emmanuel? Beaucoup de choses. Emmanuel est active en commerce électronique depuis une bonne dizaine d'années. A créé une entreprise à une époque pas si lointaine, Bijou, qu'elle a vendu en 2014. Par la suite, Chocolat Média, si je ne me trompe pas, et Panier d'achat. Elle dirige ces deux dernières entreprises. Et, mesdames et messieurs, vous allez assister à une fabuleuse conférence. Les attentes sont élevées. Et c'est pas fini. Fabuleuse conférence parce que, contrairement à plusieurs qui s'inventent des experts en 48 heures ou après avoir fait un séminaire de 3 jours, Emmanuel en fait pour vrai, elle en mange, puis j'espère qu'elle va vous partager sa passion. Voilà, bonne conférence. Bonjour tout le monde. Oui, en fait, ça fait longtemps que je fais du commerce électronique et je le fais de deux côtés de la barrière. Donc, j'ai été une e-commerçante pendant plusieurs années. Puis c'est une entreprise que j'ai vendue et maintenant, en fait, on a une plateforme de commerce électronique qui s'adresse aux petites entreprises. Donc, là, je devais faire une conférence, puis je me disais, bon, qu'est-ce qui serait pertinent? Puis je me disais, oh, il y a souvent des questions qui reviennent au niveau du commerce électronique. Et comme on a plusieurs trucs, vu qu'on baigne là-dedans tous les jours, bien, je trouvais ça intéressant de répondre aux questions et d'y aller avec les meilleures pratiques en commerce électronique. Donc, est-ce que ça avance? C'est supposé fonctionner. J'essaie d'avancer. Non, c'est bon. Si je fais back. Ça se peut que ça marche pas. Excuse-moi. Pas de problème. Non. Ça répond pas, hein? C'est pas moi le problème, là. Parce qu'il n'est pas ouvert en bonne application. Donc, je peux peut-être vous parler un peu de panier d'achat parce que c'est la seule solution, une plateforme de commerce électronique qui est développée au Québec. Donc, nous, on est parti de la page blanche. On a plusieurs années d'expérience en commerce électronique. Il n'y a pas juste moi qui fais partie de l'équipe. Là, on est différents cerveaux qui pensent plus programmeurs, plus designers, plus UX, nous, au niveau des bonnes pratiques et tout. Donc, on voulait faire une plateforme qui soit facile à utiliser, donc très intuitive, en fait, pour des entreprises qui ne sont pas à tous les jours dans le commerce électronique. Donc, tant pour monter une boutique en ligne que pour l'utiliser à tous les jours. Bon, on a assez parlé de moi, là. Donc, les questions les plus populaires et les solutions. Donc, pourquoi vendre en ligne? Pour être dans le coup. Parce que là, c'est une question, pourquoi vendre en ligne? Mais il y en a encore qui me disent, « Ah, mais là, je ne suis pas sûre si je vais vendre en ligne. » Mais on ne peut pas se poser cette question-là avec... Il y a tellement les achats augmentent, en fait, d'année en année. Quand on regarde les chiffres, c'est de façon phénoménale. Vos compétiteurs sont en ligne, donc inévitablement, il faut être dans le coup. Pour avoir un outil marketing adapté et puissant, parce qu'une boutique en ligne, ça vous permet de mettre vos produits en ligne. Donc, c'est un outil qui est vraiment adapté. C'est pas juste de dire, voici notre adresse, venez nous rencontrer à notre boutique. Non, non, on va vous montrer nos produits, on va vous dire à quoi ils servent, on va vous donner des informations sur nos produits. Donc, c'est vraiment très spécifique à notre offre. Pour contrôler son image sur Internet et être présent, quand je dis être présent, c'est que dans le fond, par rapport à Google, si on présente nos produits et on donne beaucoup d'informations par rapport à nos produits, on donne les marques, etc., on va plus facilement se retrouver sur Google. Donc, oui, être plus présent. Si on fait juste dire sur une page d'accueil où on dit, oui, on a tel produit et une page à propos, puis une page contact, c'est sûr qu'il y a moins de chances, en fait, de se retrouver sur Google versus vraiment une boutique en ligne où on se retrouve à avoir plus de pages, plus de contenu et plus de contenu aussi pertinent. Et pour satisfaire une partie de sa clientèle, moi, des fois, j'ai des clients qui me disent « Ah, mais je ne suis pas certain parce que nous, vraiment, on focus sur le service et les gens veulent venir en magasin. » Mais ça, c'est une erreur parce que ceux qui veulent venir en magasin, ils vont venir en magasin. Il n'y a pas de problème. Mais il y en a, là, moi, j'achète beaucoup en ligne parce que je n'ai juste pas le temps. Puis, si je ne trouve pas votre produit en ligne, bien, je l'achèterai juste pas. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie de notre clientèle qui veut acheter en ligne et il faut lui répondre. Et à quoi sert un e-commerce? À vendre en ligne aussi. À vendre en ligne, mais aussi.
à amener votre clientèle en magasin. Parce que moi, j'ai aussi des boutiques, des clients qui ils mettent leur boutique en ligne, puis là, ils disent « Ah oui, mais là, les ventes, ça ne décolle pas comme je pensais et tout. » Mais il faut vraiment aller plus loin que la vente en ligne. Parce qu'un commerce électronique, oui, ça sert à vendre en ligne, inévitablement, mais ça sert aussi à amener des gens en magasin. Parce qu'on dénote que, je pense que c'est plus de 90% des gens qui font du pré-magasinage. Donc, ils vont aller se renseigner sur Internet, ils vont aller voir les informations par rapport à vos produits sur votre boutique en ligne, ils vont ensuite se déplacer en magasin. Donc, si vous n'êtes pas là en amont pour donner des informations par rapport à votre produit, par rapport à votre offre, ils ne se déplaceront tout simplement pas dans votre magasin. Ils vont se déplacer chez la compétition. À faire votre job en ligne. Quand je parlais d'informer par rapport aux produits sur votre boutique en ligne, c'est de donner de l'information pour que le client, dans le fond, soit plus informé. Qu'il arrive en magasin, ils disent « Ah oui, là, j'ai vu tel produit, je suis super intéressé, j'ai regardé, ça me convient, il est où exactement? » Ou votre client est déjà plus informé. Donc, ça va vous prendre moins de temps à le convertir en magasin parce qu'il va déjà avoir vu de l'information en ligne. Au niveau du temps, en fait, de vos employés, ça devient vraiment intéressant. Et à présenter vos promos, votre positionnement, parce que c'est un outil marketing incroyable où vous pouvez faire passer vos promos, donc les mettre sur votre boutique en ligne pour vraiment avoir une offre omnicanale. Donc, on donne les promos qui sont en magasin, on les met sur notre boutique en ligne. Donc, les gens qui veulent acheter directement en ligne vont acheter avec le code promo et vont pouvoir se déplacer en magasin. Quelles sont les bonnes pratiques? Donc, afficher ses politiques d'envoi, remboursement, etc. Donc, c'est sûr que quand on achète sur une boutique en ligne, on veut savoir si jamais je ne suis pas satisfait, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la politique de remboursement? C'est quoi les politiques d'envoi? C'est quand je vais recevoir mon colis? Donc, toutes ces informations-là doivent se retrouver dans une page informative à cet effet. Mettre une livraison gratuite, c'est vraiment une bonne pratique. En fait, tout ce qui est gratuit est une bonne pratique. On aime ça, avoir un petit quelque chose gratuit. Donc, si la livraison est gratuite, c'est parfait. Donc, je vous invite, dans le fond, à calculer selon la marge que vous faites, à partir de quel montant vous pouvez et combien, en fait, va vous coûter aussi la livraison, à combien vous pouvez offrir une livraison gratuite. Est-ce que c'est à partir de 50 $, 75 $, 100 $, mais du moins indiquer une livraison gratuite à partir d'un certain montant. La livraison gratuite, c'est ce qu'on ajoute ou à Montréal, c'est pas pareil. C'est sûr que pour une livraison gratuite, oui, la livraison dans les coins isolés, c'est vraiment plus cher. Souvent, ce qu'on va voir, même chez les grandes marques, c'est il y a certaines exceptions à la règle et ce genre d'exception-là, oui, tout à fait. Vous pouvez faire une exception pour ces territoires-là. Vous pouvez, dans le fond, souvent, ils sont habitués parce que souvent, il y a des livraisons gratuites à part certains territoires. Donc, vous pouvez leur dire de vous contacter directement, puis vous pouvez voir comment vous pouvez couper la poire en deux, dire, écoutez, je peux vous offrir une livraison gratuite à partir de tel montant, par exemple. Mais vous n'aurez pas non plus beaucoup de commandes du Nunavut. En tout cas, à moins que ce soit votre clientèle cible. Ensuite, optimiser les fiches produits, grandeur, info, produit, par rapport à l'entretien, par rapport à la composition, par rapport à la grandeur, mettre des photos. En fait, là, vous êtes mieux de mettre plus d'informations que pas assez. Pourquoi? Parce que tout client qui arrive sur votre boutique en ligne, qui se pose une question, « Ah ouais, mais là... c'est fait en quoi? C'est comment je fais pour l'entretenir? Je peux-tu le laver à la machine? Est-ce que... En tout cas, plein de questions, en fait, va faire que le client risque davantage de quitter votre boutique en ligne. Donc, vous êtes mieux de donner plus d'informations, de montrer aussi plus de photos, montrer des photos pour montrer un produit dans un 360, donc dans différents angles, pour qu'on ait une bonne conscience du produit. Il faut être conscient aussi que quand je vais sur une boutique en ligne, ce n'est que la vue. Je peux juste voir le produit. Je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le toucher. Donc, les informations que vous allez mettre sur votre fiche vont aider à pallier, dans le fond, à ces sens-là qui ne sont pas mis à profit.
c'est très important, cette partie-là. Puis je trouve que quand je vais voir des boutiques de mes clients, je pense que c'est cette partie-là qui est un peu négligée parce qu'on veut faire ça vite, parce que c'est long faire une boutique en ligne. Mais vous êtes mieux de bien le faire, quitte à faire une belle fiche produit où là, vous l'avez vraiment optimisée, puis de partir de cette fiche produit-là pour que les autres, en fait, soient aussi optimisés que cette fiche-là. C'est vraiment important de prendre le temps. Vous êtes mieux de prendre un petit peu plus de temps pour votre fiche produit, mais qu'au final, vous vendez votre produit, que vous vous retrouvez avec une boutique pleine de produits, mais que vous avez 2 lignes qui disent presque pas d'informations, qui fait qu'au final, vous ne le vendrez pas, votre produit. Oui? J'ai une question par rapport aux photos. Produit fait main unique. Est-ce que c'est mieux d'avoir une photo du produit, quand même assez cher, là? OK. Donc, du produit, ou bien si c'est dans une série, puis ça va être semblable, mais pas pareil? Par rapport à un produit unique, c'est très difficile. Puis c'est drôle parce que j'ai un peu vécu ça dans le temps avec Bijou, où, dans le fond, c'était des bijoux d'artisans québécois. Donc, souvent, je me retrouve avec des produits uniques. Et ce qui arrive avec les produits uniques aussi, c'est qu'il faut le prendre en photo, on optimise la photo, puis là, on passe beaucoup de temps sur un produit qu'on va vendre qu'une seule fois. Moi, j'encourage ceux qui font des produits uniques à faire des mini-séries. Essayer de faire comme 5 et oui, dire il peut y avoir des petites modes. En fait, je pense que la clé, quand on se pose des questions par rapport à notre boutique en ligne, c'est de se mettre dans la peau du client. Moi, si je voyais ce produit-là, puis qui n'était pas tout à fait pareil, mais qui est très, très semblable, est-ce que ça me dérangerait ou non? Est-ce que ça ne me dérangerait pas? Je fais « Ah, c'est similaire. » Moi, on vendait, je me souviens, il y avait des boucles d'oreilles de plumes. Les plumes ne sont pas exactement pareilles parce que ça reste un produit naturel. Puis, j'ai jamais eu de gros problèmes de retour par rapport à ces enjeux-là. Donc, là, je ne sais pas exactement c'est quoi le produit, donc c'est difficile un peu pour moi de répondre de façon tranchée. Par contre, j'allais dire, il faut y aller avec le gros bon sens dans le sens où si vous, comme cliente, qu'est-ce que vous en pensez? Puis si vous pouvez le passer, des petites différences, des fois, c'est pas la fin du monde. Donc, ensuite, quelles sont les erreurs communes? Pensez que tout est magique. Moi, des fois, j'ai des clients qui se disent « Ah, parfait, j'ai fait ma boutique en ligne. Bon, sont où les ventes maintenant? » Comme n'importe quoi. C'est comme quand j'ai accouché, puis là, je me disais « Oh, ça va être facile, je vais pouvoir travailler pendant que mon enfant va jouer. Ça va être... Oh, ça sera pas compliqué. » Non, il n'y a rien qui est magique, il n'y a rien qui est facile. Donc, oui, ouvrir une boutique en ligne, c'est pas facile. En fait, les outils sont faciles à utiliser, mais l'optimisation et les ventes, c'est pas nécessairement facile. Je vais prendre encore l'exemple de Bijou. Quand j'ai commencé cette boutique-là, je pense que j'appelais ma mère quand j'avais une vente. J'étais comme « Yes, j'ai une vente! » Puis finalement, j'ai vendu cette entreprise-là. Donc oui, c'est normal de partir d'un point A pour arriver à un point B. On augmente. L'important, en fait, c'est d'augmenter et d'optimiser notre boutique. Mais il faut partir à quelque part, puis ça, c'est quelque chose de normal. Donc non, ce n'est pas magique. Ne pas s'entourer ou déléguer, moi, comme entrepreneur, là, même nous, on le vit, là, c'est difficile des fois de déléguer et de dire « Ouais, ça, c'est soit pas ma force ou soit ça, j'aime pas ça. » Puis des fois, il y a des parties qui sont importantes qu'on doit dire « Celle-là, je la délègue, puis je me concentre sur dans quoi je suis meilleure, dans ce que j'aime le plus. » Parce que c'est sûr que s'il y a une partie de votre job que vous n'aimez pas, que vous faites, bien, vous risquez, si je peux me permettre l'expression, vous risquez de la botcher. Parce que, ça, j'aime pas ça, prendre des photos, par exemple. Puis on prend des photos, puis les photos sont pas super belles, mais c'est pas grave tant qu'il y a des photos dans la fiche produit. Mais finalement, bien, les produits ne vendront pas les photos ne vendront pas le produit. Donc, c'est bien vraiment d'y aller avec ce que vous aimez, puis ce dans quoi vous êtes bon, et des parties de choisir ce que vous allez déléguer, soit dans le fond, dans votre équipe, ou soit dans le fond, à des professionnels. Puis ça, c'est bon pour le commerce électronique, mais je pense qu'en affaires aussi, c'est comme ça. Je pense qu'il faut déléguer des parties pour pouvoir se concentrer sur certaines parties de notre entreprise. Choisir les fournisseurs selon le budget comme critère principal. Des fois, moi, puis je le vis même à l'agence, j'ai des gens qui appellent et disent « OK, bien moi, j'ai ça de budget. » D'accord, mais c'est correct que le budget soit un des critères, mais qu'il soit le critère principal, je pense que c'est une erreur. Quand on va magasiner une automobile, on ne va pas avec « moi, j'ai tant de budget ». On y va avec « on est une famille de 4, j'ai besoin d'une auto sécuritaire ». Puis
budget grosso modo autour de temps. Mais le budget va venir dans peut-être deuxième, troisième critère, mais le mettre comme critère principal, c'est peut-être parce que vous n'avez pas évalué vos besoins correctement. Est-ce que vous êtes habile dans les technologies? Quel genre de solution vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme site web? C'est quoi vos objectifs par rapport à votre boutique en ligne? Il faut être réaliste aussi quand on a des objectifs très ambitieux. Il faut être conscient qu'il faut mettre soit du temps et de l'argent par rapport à notre boutique en ligne. Fait que c'est sûr que tout ça doit être pris dans un aspect global et de vraiment de pointer juste le budget, parce que le budget fait partie, en fait, d'un aspect global de la chose, c'est une erreur. Vouloir tout faire en même temps, c'est une erreur parce que souvent, quand on veut prendre la marche trop haute, finalement, on ne la prend jamais. Il y a des gens aussi encore en commerce électronique qui disent « Ah oui, il faut que je m'occupe de ma boutique en ligne », mais ils veulent avoir beaucoup de produits dès le départ pour lancer leur boutique. Ils ont des idées de grandeur, mais ils ne trouvent jamais le temps pour le faire. Au final, bien, ils n'ont pas encore de boutique en ligne parce qu'ils remettent à demain, parce qu'ils n'ont jamais le temps de s'y prendre. Donc, moi, je suggère fortement de commencer et d'y aller par étapes. Donc, vraiment, de ne pas vouloir tout faire en même temps, de commencer par étapes, de dire « Bon, bien, pour lancer ma boutique en ligne, quels sont mes plus gros vendeurs? » Et quels sont les plus gros vendeurs et si j'ai des marques qui sont très connues. Donc, vraiment de focusser sur un inventaire plus restreint pour le lancement et de rajouter des nouveautés au fil du temps, ça va être beaucoup plus facile. Et ensuite, bien, remettre à demain, c'est un peu ce que je viens de dire, dans le fond, parce que quand on prend la marche trop haute, bien, on remet à demain. En fait, on ne prend pas l'outil de boutique en ligne comme étant une priorité. Donc, c'est souvent une priorité 3 ou 4. Donc, on remet toujours à demain. Finalement, bien, on ne le fait pas. Donc, mes conseils. Conseil numéro 1, s'inspirer des grands et des compétiteurs sans reproduire. Donc, dans vos secteurs d'activité, vous avez des leaders, des compétiteurs qui sont plus grands. Donc, moi, je vous suggère fortement de vous inscrire à leur infolettre, voir comment ils communiquent au niveau des infolettres, au niveau de leur site web, de prendre des notes par rapport à ce qu'ils font. Mais quand je dis sans reproduire, c'est qu'en fait, si vous reproduisez, vous êtes comme juste une pâle copie d'un leader. L'important, puis en commerce électronique, mais je pense qu'en affaires, c'est de se démarquer. Si vous faites exactement la même chose qu'un autre, vous n'arrivez pas avec un produit plus intéressant que votre compétiteur. Vous arrivez avec quelque chose de similaire. Au final, ça ne lèvera pas. Donc, il faut que vous ayez quelque chose de différent à proposer comme offre. Investir du temps et ou de l'argent, c'est sûr que ça prend du temps à faire une boutique en ligne. Les outils sont faciles à utiliser. Donc, c'est sûr que au niveau du temps, au niveau de la formation, cette partie-là, ça s'est beaucoup amélioré dans le temps. C'était aussi notre désir aussi d'offrir un produit qui soit facile à utiliser. Après, il faut quand même prendre du temps pour faire Tantôt, je parlais des fiches produits, de bien les faire. Ça prend du temps. Par contre, je pense que ça vaut la peine. Se raffiner, optimiser et cibler. Cette partie-là rentre dans l'optimisation en tant que telle de la boutique. Donc, plus vous allez optimiser votre boutique en ligne, plus vous allez être près de vos clients, de bien leur parler, de connaître vos clients, plus vous allez convertir. En fait, le but, c'est d'augmenter votre taux de conversion. Un taux de conversion, c'est le pourcentage de gens qui vont commander sur votre site web par rapport aux visiteurs. Donc, quand vous entendez des taux de conversion, par exemple, au 1-2 %, ça veut dire que sur 100 visiteurs, il y a 1 ou 2 personnes qui ont acheté. La suite des conseils, bien connaître sa clientèle cible et s'y adresser. Donc, vraiment, c'est sûr qu'on ne s'adresse pas à la même de la même façon à une femme de 60 ans qu'à un jeune garçon de 25 ans. Puis ça, c'est évident qu'on ne s'adresse pas de la même façon. Donc, je vous invite même à la façon que vous allez vous y adresser, c'est quoi leurs valeurs, puis de focusser sur les valeurs aussi de votre clientèle cible pour que ça soit aussi, ça se reflète aussi dans vos communications. Je peux vous donner un exemple, même avec notre propre entreprise. Panier d'achat est une solution qui est développée au Québec. Nous, on a des valeurs locales et on s'adresse beaucoup aussi à des petites entreprises qui font des produits locaux. Donc, c'est sûr que dans cette optique-là, on est vraiment
c'est-à-dire en symbiose, en fait, avec notre clientèle parce qu'on parle la même langue. Donc, je vous invite vraiment à penser à qu'est-ce qui est important pour votre clientèle, c'est quoi, comment ils pensent, c'est quoi leur valeur, c'est quoi leur style de vie et de bien répondre à ces enjeux-là. Être différent, tant dans le produit, dans l'offre, dans la présentation, dans le modèle d'affaires. Être différent, c'est la clé du succès. Toutes les entreprises qui se démarquent, qui fonctionnent bien, je pense à Frank and Oak de ce monde, là, toutes les grandes entreprises, mais ce n'est même pas des grandes entreprises, des fois, souvent, c'est des start-up, mais c'est des entreprises qui se démarquent du lot parce qu'ils font les choses autrement. Donc, c'est pas facile de penser autrement parce qu'il faut penser à outside the box et dire comment on peut faire les choses différemment. Mais c'est vraiment un but à atteindre. Des fois, c'est des petits détails dans la façon de présenter les choses, dans le produit en tant que tel, mais il faut vraiment avoir une attention particulière à ça. S'informer. Donc, il y a un site qui s'appelle PME numérique qui donne beaucoup d'informations par rapport au commerce électronique, Internet. Rester à l'écoute des tendances. S'informer, c'est vraiment la clé au niveau du commerce électronique. Il faut être au courant de ce qui se passe, comment venir à des conférences comme celle-ci. Donc, ça vous donne en fait des outils pour avancer puis par la suite optimiser votre boutique en ligne. Donc, quelques mots sur nous. Je voulais parler un petit peu de panier d'achat, savoir qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient, c'est qui eux autres, panier d'achat. Donc, nous, on est une solution tout inclus. Dans le fond, dans le monde du web, on a des solutions tout inclus qu'on dit, dans notre jargon, des SaaS. Donc, Software as a Service. Donc, c'est un peu comme, disons, dans le domaine résidentiel, comme louer un appartement. Parce que, dans le fond, nous, on a bâti notre plateforme et vous, dans le fond, vous louez notre technologie. Donc, ce que ça fait, c'est que vous n'aurez pas de mise à jour à faire. Puis ça, c'est bon pour nous, mais toutes les solutions SaaS fonctionnent de cette façon-là. Donc, il y a beaucoup de services en ligne qu'on voit pourtant par mois. C'est toutes des solutions qui fonctionnent sous ce modèle-là. Vraiment, l'avantage, c'est de ne pas avoir à se soucier de la technologie, pas à savoir à se soucier, « Ah merde, il y a une panne, qu'est-ce qu'on fait? » Ah non, ils sont sur le cas parce que nous, dans le fond, on fournit la technologie pour nos clients. Donc, quand on dit tout inclus, c'est que nous, dans le fond, on a tout intégré ce qui est livraison, paiement. Donc, disons qu'on ouvre une boutique en ligne avec panier d'achat. Il y a Post Canada qui est intégré dans la plateforme. Donc, on a juste à s'ouvrir un compte et on peut avoir, par exemple, les frais de Post Canada en temps réel sur la boutique en ligne. On a aussi Supership qui est un courtier en livraison. Donc, à ce moment-là, on a FedEx, Purolator, donc, etc. Ensuite, au niveau des paiements, il y a différentes solutions de paiement. Nous, on se propose Stripe. Pourquoi? Parce que au niveau technologique, c'est vraiment intéressant. On peut ouvrir un compte en 5 minutes. C'est vraiment facile. Des fois, avec d'autres solutions, il faut signer des ententes et les envoyer par fax. Ça peut être compliqué. Stripe, c'est vraiment facile. C'est optimisé pour Google. Quand on dit optimisé pour Google, c'est un peu un piège, puis je vais vous expliquer un peu pourquoi. Nous, on a une partie à faire, dans le fond, tant au niveau du code, tant au niveau des gabarits. Donc, on fournit des gabarits qui sont responsive, donc qui vont s'adapter selon les grosseurs de l'écran. On envoie ce qu'on appelle un sitemap à Google. Donc, on dit à Google, voici le nouveau site web, puis voici son arborescence. On vous met à votre disposition des endroits où vous pouvez mettre des titres de page, des métadescriptions. Donc, on met, dans le fond, à votre disposition différents outils, soit qui sont faits de façon automatique, soit que vous devez remplir. Et après, dans l'optimisation, je dirais que nous, on fait notre part, puis notre part, elle se situe à 30 %. Après, l'optimisation, puis le positionnement, c'est beaucoup le site web et ce que vous allez faire pour votre site web qui va décider du positionnement que vous allez faire. Est-ce que vous allez avoir... Tantôt, je parlais des fiches de produits, qui a beaucoup de contenu, du contenu pertinent. Fiches de produits, page d'accueil, mettez du contenu dans votre page d'accueil. Aujourd'hui, on veut avoir des sites web épurés. C'est super beau, mais Google, il lit rien. Il voit, il lit, dans le fond, votre navigation, il lit 2-3 mots. Fait qu'il ne peut pas vous positionner. Donc, vous pouvez faire quelque chose d'épuré, mais en bas, allez mettre un petit paragraphe pour avoir quelque chose comme 250 mots au moins minimum sur votre page d'accueil pour vous donner du contenu à Google qui puisse se mettre sous la dent. Donc, allez mettre des titres des pages sur toutes les pages, puis
essayez d'optimiser ça. C'est quoi les mots-clés qui sont pertinents? Donc, vraiment de penser, puis les médias sociaux, ça rentre là-dedans aussi. Essayez d'avoir des liens sur d'autres sites web qui viennent vers votre site web, parce que Google aime ça aussi, parce qu'il dit « Ah, il y a beaucoup de liens vers ce site web-là ». Et j'entends des sites web, des liens de qualité. Donc, c'est sûr que si vous avez un article, par exemple, sur la presse, et il fait un lien vers votre site, vous êtes content parce que ça vous donne beaucoup ce qu'on appelle du link juice. Ça l'aide beaucoup pour le positionnement. Donc, au niveau de Google, il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui rentrent en ligne de compte. Puis, je vous dirais, le contenu, c'est le nerf de la guerre. Donc, faites du contenu sur votre site web. Puis, on pouvait aussi, si vous avez du temps de faire un blog, c'est une bonne idée. Il faut surtout penser, si vous avez un blog, de faire un billet, je dirais, 1 fois par semaine, l'idéal, et que ce soit un billet qui soit pertinent aussi, qui soit intéressant, que ce soit pas une publicité, en fait. Ça donne de l'information par rapport à votre produit, votre secteur d'activité, vos intérêts, etc. Un nom de domaine sécurisé inclus. Donc, quand vous allez sur les sites web, vous voyez HTTPS. C'est très important, puis c'est d'autant plus important maintenant, même pour le référencement. Google veut avoir un site web, veut avoir un web sécuritaire. Si vous n'avez pas un HTTPS, maintenant, c'est votre... Avec PanDasha, c'est réglé, mais si vous n'êtes pas avec PanDasha, vous devez vous occuper de ça maintenant parce que il y a des rumeurs comme quoi, même qui déclasseraient des sites web qui ne sont pas en HTTPS sous peu. Donc, occupez-vous de ça si votre site web n'est pas en HTTPS. Et des outils marketing. Donc, avec PanDasha, on offre du soutien technique, on donne du service conseil, des Google AdWords, etc. Donc, c'est fait avec amour au Québec. Donc, c'est la seule plateforme qui est faite ici. Donc, on a nos programmeurs qui sont ici. Il n'y a rien qui est fait ailleurs. Et c'est la seule plateforme qui est développée ici. On en est fiers. Bâti par des pros du web et du e-commerce, ça fait longtemps qu'on fait ça. En fait, on est une agence web à la base. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est en opération. Et on avait des besoins à l'interne chez Chocolat Média pour des sites web qui soient de moindre coût, donc vraiment que ça soit plus accessible au niveau financier et au niveau technologique aussi. Donc, c'est vraiment comme ça que Panier d'achat est né, parce que il faut savoir que chez Chocolat Média, on fait des sites web sur mesure avec WordPress. J'ai reculé, moi? C'est ça. Donc, c'est la solution e-commerce la plus facile à utiliser et accessible sur le marché. Donc, différents partenaires et intégrations qu'on a mis sur la plateforme. Puis, je voulais mettre des petits exemples de nos clients. Veille sur toi, c'est un bel exemple, en fait, de différenciation. Elle fait des veilleuses. C'est vraiment joli. Elle est vraiment dans son secteur d'activité. C'est vraiment juste elle qui fait ça. Elle est vraiment une leader dans son secteur d'activité. On a chez Farfelu, qui est un commerce de détail, qui a plusieurs pignons sur rue. Eux, je dirais que leur différenciateur, c'est vraiment... Puis c'est drôle parce qu'ils changent leur bannière, puis ils mettent toujours leur vitrine, en fait. Je pense qu'ils se sont fait connaître par leur vitrine. C'était tout le temps très beau. Puis on va dire « wow ». Fait que vraiment, sur la boutique en ligne, on rentre sur la boutique en ligne, puis il y a toujours une vitrine différente selon les saisons, les fêtes. Ultime Vélo, c'est une boutique en ligne de vélos. Il faut savoir que lui, dans le fond, il vend des vélos, mais en ligne, il ne vend que des roues. Donc, on a décidé, en fait, en ligne, d'avoir une autre offre plus spécifique à une clientèle qui est similaire à sa boutique avec Pignon sur rue, mais qui est un peu différente. Josiane Perron, qui est dans le domaine de la mode. Donc, elle a choisi un site web plus épuré. Tu sais, vous pouvez ne pas mettre du contenu sur votre site web, mais vous ne pouvez pas, dans le fond, si vous ne mettez pas de contenu, n'ayez pas d'attente par rapport à votre positionnement en ligne. C'est juste ça. Parce que c'est sûr qu'un site web comme ça, c'est super beau, mais Google, il va lire Josiane Perron, copyright. Il lira pas, il ne peut pas inventer des mots. Fait que ça, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir d'enjeu de positionnement sur Google. Mais je dis ça, là, puis je vais juste revenir à Josiane Perron. Je dis ça, puis dernièrement, j'étais en France et il y a vente privée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça. C'est moins connu au Québec, là, mais en France, c'est un succès phénoménal, vente privée. C'est une très grosse entreprise que j'ai visitée. Et eux, en fait, ils ne font que des médias sociaux. En fait, eux,
pour pouvoir magasiner sur leur boutique en ligne, il faut être invité. Donc, il faut rentrer dans le site Web. Donc, même Google ne peut pas rentrer. Donc, eux, ils ne font pratiquement pas de référencement naturel. Ils ne font que des médias sociaux et du positionnement. Et ils ont un modèle d'affaires, là, c'est du déstockage. Donc, dans le fond, des marques à très bas prix pendant un temps limité. Fait que, ils ont un modèle d'affaires très précis. Ils étaient avant-gardistes quand ils ont lancé ça. Ils étaient les seuls à faire ça. Après, il y en a d'autres qui les ont essayé de copier. Mais eux, ils étaient vraiment, au début, ils ne faisaient que ça. Et ils attiraient leur clientèle vraiment juste avec les médias sociaux. Donc, c'est possible de faire différent. Il faut juste, si on se dit qu'on fait ça avec les médias sociaux, il faut être très fort dans ce domaine-là parce que, dans le fond, j'allais dire, tous les œufs sont dans le même panier. Rose Bonbon, qui est à Chicoutimi et Québec. C'est une boutique avec plein de petits produits. Elle fait aussi de la radio, donc elle a quand même une bonne visibilité ailleurs qu'en ligne. J'en ai pas parlé, mais ça aussi, c'est intéressant. T'sais, on parle beaucoup d'être présent en ligne sur Google, sur les médias sociaux. Mais il ne faut pas oublier les médias traditionnels, d'avoir un article, je sais pas, un article dans une revue ou dans les journaux. C'est beaucoup de visibilité hors Internet, puis faut quand même penser à ça, puis d'être présent aussi ailleurs, de passer à la télé, à Salut Bonjour. Farfelu, quand il passe à Salut Bonjour, il y a plein de monde qui arrive sur le site Web. Donc, c'est vraiment intéressant. On parle beaucoup des médias sociaux, mais c'est intéressant aussi d'aller chercher autre chose. C'est pas facile de passer. Il faut essayer de trouver c'est qui la recherchiste, c'est qui la journaliste qui pourrait être intéressant à notre produit. Mais je pense que ça va être intéressant de mettre de l'effort, puis d'essayer d'avoir un article, puis d'essayer de montrer « Ah, mais vous pourriez prendre tel produit ou parler de tel angle. » Vous lui donnez un peu de la viande à se mettre sur la dent. Chocolat Montréal, qui vendent des chocolats à Montréal. C'est un nouveau client. Moi, j'aimais ça parce qu'on s'appelait Chocolat Média. Là, je trouvais que ça ressemblait. Et période de questions. Puis c'est drôle parce que d'habitude, quand les questions, au début, c'est un peu timide. Puis à un moment donné, il y a un flot de questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Puis je pense qu'on avait un micro. Ouais, super. Quand on est plus gêné, vous allez pouvoir parler doucement. Bonjour. Je vais vous passer le micro en autant que je puisse le faire. Je n'ai pas beaucoup de fil, donc peut-être vous approcher si vous avez une question à côté du divan rouge. Et on va venir à vous après. J'ai 2 questions avant. Puis ça va être plus facile comme ça. Tout le monde va nous entendre à la grandeur du Québec et de l'univers. Pas de pression. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé à propos de Google de réseau de qualité. De liens de qualité. Ou de liens de qualité. Je voudrais savoir ce que c'est et pourquoi c'est important. Parce qu'il y a des gens qui me parlent de ça. Ah oui, il faut pas juste n'importe quel lien. Il faut que ça soit des bons liens, mais je ne suis pas sûre de... De bien comprendre. OK, c'est pas évident. J'essaie de vulgariser ça. En fait, sur Google, on va qualifier un site avec ce qu'on appelle des page rank. Donc, par exemple, Chocolat Média, je pense qu'on est à 4. Il y en a qui sont à 0, 1, 2, 3. Donc, dans le fond, c'est très... il y a plusieurs critères qui vont faire que Google va vous référencer, va vous attribuer en fait un page rank. Je ne suis pas spécialiste en référencement. Je connais beaucoup parce qu'on en fait, là, mais je suis pas... Il y en a qui ne font que ça de leur vie. Donc, peut-être qu'il y aurait encore plus d'informations là-dessus. En fait, c'est que si, disons, vous avez 100 liens de sites web qui sont à 0 versus 10 liens qui sont à 4, c'est plus intéressant d'avoir des sites web qui sont avec des liens de qualité. Donc, des sites web qui sont visités, par exemple. Tantôt, je parlais de la presse. C'est difficile d'avoir un article dans la presse, mais disons, s'il y a des blogs de gens que c'est très visité, c'est très connu dans leur secteur, c'est des bons liens. Puis, il faut que ça soit des liens qui ne soient pas en nofollow. Ça c'est technique, là, mais il faut que, dans le fond, le link juice part du site web pour se rendre sur votre site web. Il y en a des fois qui font des no-follow. En tout cas, mais ça, c'est peut-être des cracks là, d'Internet. Mais dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est vous essayez d'avoir le plus de liens possible, mais des blogs, je sais pas, des sites web d'information qui sont visités et qui ont beaucoup de contenu, qui ne sont pas comme, je dirais, qui n'ont pas de l'air désert. C'est un peu ça. C'est un peu plus clair? Oui. Parfait, merci.
Parle proche du micro, s'il te plaît. J'avais une question par rapport aux bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a des normes par rapport à ce qu'on devrait utiliser, acheter, ajouter au panier, télécharger, ou si c'est vraiment toujours propre au site, propre à l'entreprise? Qu'est-ce que vous voulez dire des normes? Donc, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en général sur une boutique en ligne? Est-ce qu'on devrait utiliser sur nos boutons d'achat, acheter, acheter avec un Z, avec un R? Est-ce qu'on devrait mettre ajouter au panier ou ça dépend vraiment de l'entreprise? C'est une bonne question. Ce que je pourrais vous répondre, c'est que nous, dernièrement, en fait, avant, on ajoutait au panier, on se rendait directement dans le panier d'achat. Là, on a fait, dans le fond, ajouter au panier qui fait... Puis là, il y a un petit carré qui dit « Voulez-vous continuer à magasiner ou voulez-vous aller au panier? » Ça, c'est une chose qu'on a fait pour l'optimisation, en fait, pour augmenter le panier moyen, parce que quand on se rend directement à la caisse, on dit, bon, bien, c'est beau, je vais passer la commande. Tandis que quand on reste sur la boutique en ligne, on a tendance à continuer à magasiner puis à ajouter des produits à notre panier. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, la nomenclature, c'est une bonne question. Je n'ai pas de données là-dessus. Je pense pas que ça fait une grosse différence. Mais c'est mon feeling, là. Souvent, on va voir ajouter au panier parce que c'est plus commun. Ça pourrait être acheté aussi. J'ai pas de réponse, puis je pense pas qu'il y a de mauvaise réponse. Si vous pouvez, si vous voulez mettre du temps là-dedans, vous pourriez faire ce qu'on appelle des A/B split tests. Si ça vous tente de mettre du temps là-dedans, mais j'aurais plus tendance à optimiser la page d'accueil personnellement pour, disons, diminuer le taux de rebond. Parce que, disons, quand les gens arrivent sur votre site Web, si vous avez un haut taux de rebond, vous pouvez bien aller changer la nomenclature du ajouter au panier. Mais moi, j'aurais plus tendance à optimiser ça, à optimiser les pages produits et tout. Puis après, si vous voulez vous amuser avec le petit bouton, on peut faire des A/B split tests puis voir qu'est-ce qui est plus pertinent. Vous avez une question? Oui, moi, c'était pour savoir, tu sais, concernant les géants des médias, là, Google, Amazon, Facebook et tout, là. Moi, c'est pour savoir, mettons, comme une entreprise comme panier d'achat, vous avez votre plateforme numérique qui est propre à votre commerce et puis là, vous faites affaire avec Google, que vous avez extrêmement confiance. Mais moi, si je veux partir quelque chose de gros, si je m'installe dans votre panier d'achat, est-ce que je suis plus protégé parce que vous avez déjà l'expérience? En fait, Google est différent au niveau de son offre, dans le sens où Google, en fait, c'est vraiment un moteur de recherche. Donc, nous, on est vraiment, on est un constructeur de sites Web. Donc, nous, on va se positionner sur Google. Au niveau de la sécurité, il n'y a pas plus nécessairement de sécurité à l'un ou l'autre. C'est vraiment deux secteurs différents. Est-ce que j'ai peut-être Oui. En fait, au niveau de la sécurité, nous, on s'occupe de la sécurité. Donc, disons, je peux faire un parallèle avec des solutions qui sont open source, donc qui sont développées par juste chez Chocolat Média. À ce moment-là, bien, c'est plus selon le client puis selon ce qu'il va payer pour mettre à jour son site Web, pour avoir un HTTPS. Donc, quand on fait affaire, soit qu'on fait nous-mêmes les choses, ou on fait affaire avec une agence ou un travailleur autonome par rapport à ça, on est plus autonome dans le processus. Donc oui, il faut mettre en place des sécurités, puis il peut arriver des moments où, disons, le site Web peut se faire hacker, par exemple. Avec panier d'achat, je dis toujours, le risque zéro n'existe pas. Là, on peut traverser sur une lumière verte puis se faire frapper. Donc, puis en Web, le risque zéro n'existe pas, mais c'est très, très peu probable parce que nous, on gère toute l'infrastructure et on met en place des mesures de sécurité. Donc, nous, on prend en charge toute la technologie par rapport à ça. C'est ça, parce que moi, je suis porté à vouloir encourager le local, parce que si on ne veut pas perdre le contrôle, là, c'est primordial. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui, on va la répéter. Vas-y. Oui, allez-y. Pour le HTTPS, oui. Est-ce que c'est une option qu'on sélectionne lorsqu'on choisit notre nom de domaine ou c'est une action supplémentaire qu'on va faire? Ça se fait automatiquement. Donc, si tu permets, sur ça, c'est magique. La question était le fameux sigle HTTPS, donc les sites sécurisés. C'est ça. Est-ce que ça vient automatiquement ou il faut faire quelque chose? Exactement. Et ta réponse était? C'est magique. Ça, c'est magique. Non, mais ça se fait, oui, ça se fait de façon automatique chez Panier d'achat. Il faut savoir que
nous, on l'automatise, mais en général, ce n'est pas quelque chose qui est automatique parce qu'il faut installer ce qu'on appelle un certificat SSL sur un site Web pour que le site Web soit sécurisé. En commerce électronique, ça fait longtemps qu'on le voit parce qu'on arrive sur une page de paiement et on met un numéro de carte de crédit. Donc, par défaut, il y a des lois par rapport à ça où les sites Web doivent être sécurisés. Par contre, maintenant, Google demande à ce que tout le site Web soit sécurisé, même si je ne mets pas un mot de passe ou des informations plus sensibles. Ou sur un site qui est simplement un site vitrine, qui n'est pas nécessairement un site où on peut acheter des produits, est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on va considérer qui est nécessaire? Donc, la question, c'est si c'est strictement un site vitrine où on ne laisse aucune information, on ne fait pas de transaction, il n'y a pas de mot de passe, est-ce que le certificat SSL est nécessaire? C'est nécessaire, oui, par rapport au référencement sur Google maintenant. En fait, il y a 5 ans, j'aurais dit, bah non, tu sais, ça peut être fait, ça peut vous aider. Avant, ça pouvait être aidant par rapport au référencement. Maintenant, c'est nécessaire, puis même c'est ça, comme je disais tantôt, il y a des rumeurs comme quoi même que les sites vont être complètement déclassés, ceux qui ne seront pas en HTTPS. Donc, c'est vraiment une bonne chose de prendre ça au sérieux maintenant. D'autres questions? Moi, j'en ai une. J'en ai deux. Vas-y, t'en as deux. J'en ai deux. Lorsqu'on a commencé à faire du commerce électronique il y a plusieurs années, même bien avant ton temps, il y avait une certaine tendance où on disait on oublie le brique et béton, donc on oublie les magasins physiques puis on va que sur le web. Et là, on sent une tendance inverse, c'est-à-dire que il y a certains commerçants qui disent non, je veux appuyer mes ventes web avec des boutiques briques et béton. Tu penses quoi de tout ça? Moi, je pense que les briques et béton ne disparaîtra jamais. Pourquoi? Puis tantôt, je parlais des sens. Quand on va au centre d'achat, quand on va dans un magasin, on a des relations humaines, on a une expérience, pour moi, qui est différente du commerce électronique. Par contre, maintenant, ce qu'on rencontre, c'est en fait, c'est que la boutique en ligne et la boutique avec pignon sur rue deviennent indispensables, en fait. C'est sûr qu'il y en a qui sont ce qu'on appelle des pure players, donc ils ne sont uniquement en ligne, mais quand maintenant on a une boutique avec pignon sur rue, il faut automatiquement avoir une boutique en ligne parce que ça va vraiment compléter notre offre et ça va vraiment où on va être visible sur Internet. Par contre, moi, je ne crois pas que ça va... Je pense que ça va changer, puis même on le voit là. Puis, oui, Internet vient là-dedans, mais je pense que ça vient aussi avec le fait qu'on change, les mœurs changent, les habitudes de consommation changent. Donc, on le voit aussi quand on se rend en magasin que l'expérience est différente, c'est plus éclaté, c'est moins voici le chandail, tout ça. Là, on essaie de faire des concepts un peu différents et tout. Il y a des concepts qui marchent bien, il y en a d'autres que, on a essayé, finalement, ça n'a pas marché, mais je pense que ça, c'est une bonne chose à prendre en considération. Quand vous allez faire votre boutique en ligne, il y a des choses que vous allez faire que, finalement, ça ne marchera pas. Puis d'autres qui, finalement, ça a bien marché. Mais je pense que pour qu'il y ait des choses qui marchent, il faut essayer beaucoup de choses qui n'auront pas marché. Puis ça, c'est important. C'est sûr que si vous ne faites rien avec votre boutique en ligne, ça ne sera pas tout seul. J'ai comme bifurqué, mais... Non. Puis ça m'amène à une question-commentaire. Il y a aussi une tendance aux magasins éphémères, les pop-up stores. Ouais. Parce que faites bien attention, quand je réfère aux briques et béton, je ne vous dis pas que vous devez absolument signer un bail de 10 ans au Centre Rockland. OK? Ouais. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que on peut appuyer et il y a de plus en plus de propriétaires qui permettent des locations courtes, des fois une saison, des fois quelques semaines. Et ça, c'est-tu des choses que vous discutez avec vos clients ou que vous abordez? Moi, je connais des entreprises qui ont fait les boutiques éphémères. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Fait que c'est pour ça, tantôt, c'est exactement ce que je disais. Il faut essayer des choses, puis dire, Puis en fait, c'est que quand ça ne marche pas, il faut savoir pourquoi ça n'a pas marché. C'est vraiment, c'est là la clé, c'est de dire, on a essayé ça, finalement, ça a peut-être moins bien marché. Pourquoi ça a moins bien marché? Comment on pourrait faire mieux la prochaine fois avec qu'est-ce qu'on a appris de notre expérience. Donc oui, c'est un nouveau modèle qu'on voit de plus en plus. Je vais retourner dans la salle, il y a des questions. Oui. Puis, attendez, monsieur a levé la main avant, puis après, c'est vous. Moi, je suis un petit peu naïf là, dans tout ce domaine-là, mais sauf que si je me fie, mettons, aux tendances actuelles,
le en ligne commence à prêcher très, très fort. Là. Oui, tout à fait. Puis selon moi, là, je ne suis peut-être pas un bon visionnaire, mais d'après moi, les centres d'achat sont peut-être appelés à devenir des centres d'attraction. Oui, tout à fait. Bien, quand je parlais de mutation, en fait, c'est que je pense pas qu'ils vont complètement disparaître, mais il va devoir qu'ils changent tant au niveau par rapport à leur offre. Donc, dans le fond, ce qu'on voit par rapport au centre d'achat, c'est ça devient c'est beaucoup plus expérimentiel. Donc, on va au centre d'achat, on va acheter des choses, on va faire notre épicerie, on va faire une activité. Puis c'est un moment, dans le fond, c'est une expérience qu'on va vivre et non, je vais magasiner. C'est moins... c'est moins... c'est plus... Il y a plus d'enjeux, il y a plus de choses qui se font aujourd'hui, puis ça change beaucoup. Moi, en tout cas, je vous félicite parce que panierdachat.com, selon moi, là, c'est une belle boîte, puis ça va grossir. Vous irez voir, oui. Je vais vous aider. Oh, c'est bon! C'est gentil. Parle proche du micro. Okay, bonjour. Bonjour. La première question, c'est qu'est-ce que vous entendez par boutique? Boutique éphémère. Donc, éphémère, dans le fond, c'est qui est dans le temps qui va être pendant un temps précis. Donc, disons, une boutique qui va être là pendant 2 semaines, par exemple, ou 3 semaines ou 1 mois, puis qu'après, ça va être une autre boutique. Donc, dans les centres d'achat, on voit ça de plus en plus. Puis des fois, il y a plusieurs entreprises qui se regroupent même dans un même endroit. Donc, c'est une entreprise qui va louer pendant, disons, 1 mois un loyer dans un centre d'achat pour pouvoir présenter ses produits pendant un temps limité. OK. Donc, moi aussi, je suis jeune entrepreneur. J'ai une société embryonnaire. Donc, je veux être de tendance aussi, être en ligne et tout. Mais moi, ma question, depuis lundi que je suis ici, j'écoute parler l'ère numérique. Tout se fait par un clic. Le côté humain, moi, c'est mon questionnement. On fait quoi du côté humain de tout ça? Un doctorat en philo. Oui, hein, l'humain. Bien là, je pense qu'on est dans l'humain ce matin. Puis c'est sûr que l'humain ne changera pas. Puis tantôt, je disais que pour moi, le commerce de détail avec Pignon sur rue ne changera pas. Je pense qu'en fait, il y a une semaine numérique. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'informations par rapport au numérique. Parce que le numérique, ça peut être complexe à certains niveaux. C'est très large aussi, le numérique. Tu sais, on peut parler... Juste cet avant-midi, on a différents intervenants dans différentes sphères. Donc, je pense que c'est plus... Tandis que l'humain... On est né, on était dans l'humain. Donc, c'est quelque chose de peut-être plus naturel, mais je pense qu'on crée une entreprise avec des humains, on vend à des humains. Puis je pense, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je pense que d'humaniser aussi votre boutique en ligne, de donner, de montrer qu'il y a des gens derrière et que, oui, puis vous allez répondre à des questions, vous allez avoir un rapport plus près de votre client. Ça va vous aider dans vos ventes, inévitablement. Bien, merci beaucoup. On est déjà rendu au temps de la pause. Donc, on va prendre une quinzaine de minutes. Avant que vous vous leviez, je voudrais remercier Emmanuel. Bonne main d'applaudissements. Puis, est-ce que tu restes avec nous quelques minutes pendant la pause si les gens ont des questions? S'il y a du vin, non, c'est pas vrai. C'est un peu tôt. La question, le supposait, cette réponse-là. C'est bon. Alors, prenons une quinzaine, vingtaine de minutes. On recommence vers 11h10, 11h15. Et 11h05, 11h10. Excusez-moi, je viens de me faire... rappeler à l'ordre. 11h08, on peut tout ça. OK, 11h08. Donc, 11h05, soyons militaires, 11h05, on recommence avec Bruno Pouliot. Voilà, merci beaucoup. Merci Emmanuel.